Oui, donc bonjour tout le monde. Merci d'être présent et présente à cette dernière présentation de la journée. Tout d'abord, qui on est? On est une équipe de 4 personnes, donc de 2 chercheuses professeurs à l'École d'orthophonie et audiologie, donc Glenn Ledors et Claire Croteau, et de 2 de leurs anciennes étudiantes au doctorat, donc Carole Anglade et moi-même, Alexandra Tessier. Ce qui nous a regroupés, en fait, c'est notre intérêt pour la participation sociale des gens qui vivent avec un trouble à la communication. Plus précisément, nos travaux portent sur les interactions entre les personnes qui vivent avec un trouble de la communication acquis et les personnes non familières dans leur communauté. Pourquoi on s'intéresse à ce sujet-là? En fait, c'est parce qu'on sait que la participation est influencée à la fois par des facteurs personnels et environnementaux, puis que parmi ces facteurs environnementaux, les attitudes et les habiletés de communication des personnes rencontrées dans la communauté peuvent soit entraver ou faciliter la participation sociale des gens qui vivent avec un trouble de la communication. Les cercles des partenaires de communication permettent de catégoriser les différentes relations qu'on entretient dans notre vie selon le degré de proximité de chacune d'entre elles. Ça met en évidence qu'il faut pouvoir communiquer aisément dans divers contextes pour participer à la vie sociale et notamment être en mesure d'interagir avec des personnes non familières contenues dans le 5 syllabique. Donc, on pense ici à des personnes qu'on va désigner plutôt par leur fonction que par leur nom, comme des chauffeurs de transport adaptés ou des commerçants et des commerçantes. C'est d'autant plus pertinent de s'attarder aux interactions avec ces partenaires-là, puisqu'on sait qu'elles ont été identifiées comme pouvant être difficiles pour les gens qui vivent avec un trouble de la communication. Oui, alors moi, je continue dans... Pourtant, on a comme un petit peu peut-être une tranche d'histoire que je dirais, c'est qu'au départ, quand on s'est intéressé à étudier les interactions des gens qui avaient des troubles acquis en général de communication, on était beaucoup dans les entrevues et les entrevues des gens proches pour essayer d'avoir la perception de comment se déroulaient les interactions. On a quelques questionnaires aussi qui existent. Puis, graduellement, on est allé vers des enregistrements vidéo de mise en situation ou de moments plus naturels d'interaction. Alors, vraiment sur un continuum, tout ça. Et on a aussi été au départ dans des endroits où c'était fixe. Hein? On essayait de filmer les gens dans leur chambre, dans leur maison, dans un local précis, parce qu'il y avait toutes sortes d'enjeux dans les échanges. On voulait bien voir les interlocuteurs, entre autres. Et donc, de fixe on n'était pas encore allé dans des enregistrements où les gens étaient en déplacement. On a analysé ces entrevues-là aussi de différentes façons. C'est sûr, on a fait des analyses qualitatives, mais on a fait aussi puis on a compilé les scores sur les questionnaires, mais dans les vidéos, on a fait des analyses qualitatives, puis on a essayé aussi de cibler des aspects plus précis, parce que quand on pense à des formations dont on vient de parler, il faut, pour montrer les effets, souvent il faut comptabiliser un peu certains effets. Alors, on essaie mais c'est très difficile à faire parce que la conversation ou l'interaction, c'est multidimensionnel et c'est séquentiel, hein, ça continue toujours. Alors, d'essayer d'isoler des choses précises dans des échanges, c'est un grand défi. Alors, on avait quand même 2 étudiantes très courageuses qui ont dit « Non, c'est pas grave, même si on a tous ces défis-là, on va d'essayer d'aller plus loin. » Alors, c'est là où on a eu deux étudiantes qui ont essayé de faire des projets novateurs avec des méthodologies aussi très innovantes. Donc ça, c'était pour la genèse de nos 2 thèses, à moi puis à Alexandra. Donc moi, je vais commencer à vous parler de ma thèse et puis 2 études que j'ai faites dans ma thèse. Et puis après, ce sera Alexandra, puis je vais lire le titre de ma thèse dans la diapo suivante, Alexandra. Donc voilà. Donc, ma thèse, en fait, s'intitulait « Comprendre la situation d'interaction entre des personnes vivant avec de l'aphasie », donc un trouble acquis de la communication, et les interlocuteurs non familiers de leur communauté. Puis, de cette thèse-là, moi, j'avais fait 3 études. Je vais vous présenter principalement les 2 dernières études de ma thèse. La première avait pour objectif de décrire comment les personnes ayant de l'aphasie font comprendre leurs requêtes dans les interactions à l'extérieur de la communauté, dans la communauté avec les personnes non familières. Puis la deuxième étude dont je vais vous parler visait vraiment plus à comprendre comment les personnes ayant une aphasie expressive modérée à sévère vivent cette expérience-là. Puisque, comme a dit Alexandra, on sait que c'est particulièrement difficile, ce sont des interactions particulièrement difficiles pour elles. Donc voilà, c'était un peu pour compléter le tableau, le casse-tête de « OK, comment ça se passe, mais aussi comment elles le vivent ».
La méthodologie. Dans le cadre de ma thèse, en fait, j'ai recruté 8 personnes vivant avec une aphasie modérée à sévère. Puis, c'était vraiment des profils qui sont en général exclus de la littérature parce que, justement, ils ont des difficultés pour s'exprimer. J'y reviendrai tantôt. Mais ce que j'aurais proposé, moi, c'est, oui, des entrevues. Donc, 7 rencontres, entrevues à la première rencontre, à la dernière rencontre. Mais au milieu, ce que je leur proposais, c'était qu'eux m'emmènent dans leur communauté, me montrer comment ça se passait, les interactions de leur quotidien avec les personnes non familières. Donc, juste avant d'y aller, à chaque sortie, je leur demandais comment ils pensaient que ça allait se passer. Puis, on allait ensemble. Je filmais quand je pouvais ou j'enregistrais de façon audio quand je pouvais les interactions avec les personnes non familières. Puis, on faisait un petit retour sur comment ça s'était passé. Et donc, au total, ça a représenté 34 heures d'enregistrement audio, 37 heures d'enregistrement vidéo, puis 216 pages de journal de bord, parce que j'ai beaucoup, beaucoup écrit dans mon journal de bord. Et puis voilà. Et puis, ce qui caractérise ce projet-là, ah oui, non, excusez. Donc, vas-y, Alexandra. Je voulais rentrer un peu plus dans la méthodologie de chacune des études. Pour la première, en fait, comment j'ai fait pour aller comprendre, voir comment les personnes faisaient comprendre leurs requêtes. Donc, sur les 8 personnes, j'ai isolé celles qui avaient des interactions de service à la caisse, parce qu'il fallait trouver un moule commun. Ça concernait 6 des personnes avec aphasie. Puis, est-ce que, vas-y, clique. Voilà. Et 19 interactions de service. Sur ces interactions de service-là, j'ai isolé quand est-ce que j'entendais, quand est-ce qu'on trouvait qu'il y avait des manifestations d'aphasie, puis ça en faisait 59. Puis ces interactions-là, je les ai analysées avec les principes de l'interactionnisme et de l'analyse de conversation dans le logiciel Transalin. Pour l'étude 2, qui visait à comprendre comment la personne vivait cette interaction-là, ces interactions-là. J'ai fait une étude de cas. À la base, je voulais étudier plusieurs cas, puis les conditions de ressources matérielles dans le cadre de ma thèse, ça fait que j'ai pu étudier juste un cas. Mais c'était une personne avec une aphasie expressive sévère, c'est-à-dire que c'était un patient, une personne qui pouvait dire juste un seul mot et qui, malgré tout, avait de nombreuses interactions à l'extérieur de son domicile. Donc, j'ai suivi les principes du Golang, j'ai fait de l'observation participante, des questionnaires et des entrevues. Puis, ce projet, il a été marqué vraiment par une triangulation des données parce que j'avais les vidéos d'entrevues avec lui à la maison, mais aussi à l'extérieur du domicile, juste avant les interactions. Puis, j'avais aussi les vidéos ou les audios des interactions avec les personnes en famille. Puis, j'avais des questionnaires que je posais aux interlocuteurs pour savoir comment ça s'était passé. Et puis, j'avais aussi les conversations qu'on avait en chemin quand on discutait après de comment finalement, qu'est-ce qui leur venait à l'esprit quand on marchait ensemble d'un lieu à un autre. Et puis, mon journal de bord. Donc, c'est un projet où j'ai beaucoup marché. Non, c'était bon. J'ai marché. J'ai parlé avec eux. J'ai filmé, enregistré de façon audio. C'est vraiment, si vous vous rappelez ce que vous a dit Claire tantôt, on est vraiment loin finalement du contexte traditionnel de comment on évalue la communication et comment on étudie la communication habituellement en recherche, surtout avec les personnes avec aphasie, parce qu'avant, c'était statique ou dans des environnements fixes, stables, alors que moi, je suis sortie puis j'ai marché. Les résultats. Pour mon étude 1, ce que ça a montré, c'est que, donc oui, les personnes avec de l'aphasie avaient des manifestations lorsqu'elles faisaient des requêtes dans des interactions de service, c'était normal, mais que 33 sur 59 de ces requêtes-là avaient été immédiatement comprises par les interlocuteurs, puis qu'en bout de ligne, 100% avaient été résolues, puis ça sans intervention de ma part, parce que moi, j'étais complètement neutre. Et comment elles étaient résolues? Grâce à la communication non verbale, le contexte de l'interaction, puis l'environnement physique. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que contrairement à quelqu'un qui est en conversation en dehors du contexte, par exemple, je vous parle de quelque chose qui m'est arrivé hier, là, les personnes, elles sont situées dans une interaction de service. Donc, c'est très scripté. L'interlocuteur sait à quoi s'attendre à peu près comme possibilité, on va dire. Puis en plus, il y a le contexte, il y a l'environnement physique, c'est-à-dire que la personne, si elle a demandé une table, mais que ce n'est pas celle qu'elle voulait, elle la voulait plus grosse, elle peut pointer la table, puis elle peut faire ce geste-là, ce qui est arrivé par exemple, ce qui fait qu'elle n'a pas besoin de dire le mot « grande », mais qui va être compris très facilement, très naturellement, contrairement à ce qu'on peut observer dans des conversations qui sont plus, c'est ça, dans des conversations finalement, pas dans des interactions de service. L'étude 2, qu'est-ce que… Oh, il y a écrit 4, excusez, c'était un 2. L'étude 2, qu'est-ce que ça a montré? Je vous rappelle, mon participant, il avait une aphasie expressive sévère, il pouvait dire un seul mot. Et pourtant, malgré ça, ce que ça a montré, c'est qu'il avait une grande confiance dans le fait qu'il allait atteindre ses objectifs
d'interaction de service. Puis ces objectifs, c'était évidemment d'obtenir ce qu'ils voulaient. Par exemple, d'acheter quelque chose, d'acheter un billet de musée, par exemple, ce qu'on a fait. Puis de donner l'image d'un bon client. Et on peut se dire que l'aphasie joue là-dedans comme une barrière, comme un obstacle possible, qu'elle pèse dans la balance de menace d'atteindre ses objectifs, surtout pour quelqu'un qui peut dire juste un mot. Mais il avait développé un ensemble de savoir-faire et de savoir-être qui contrebalançait et qui faisait qu'il avait confiance et que cette confiance se confirmait par ce que j'observais. C'est-à-dire qu'il y arrivait finalement à atteindre ses objectifs. Donc, je vais m'arrêter là pour mes deux études à moi. Je vais laisser la parole à Alexandra et puis on va revenir après ensemble dans une conclusion. Donc, maintenant, moi, je vais vous rapporter une section de ma thèse qui visait globalement à faciliter les échanges avec les personnes qui vivent avec un trouble de la communication et les chauffeurs de transport adaptés. Donc, pour faire ça, moi, ce que j'ai fait, c'est offrir une formation des partenaires de communication, donc une intervention en orthophonie qui vise à faciliter les interactions avec les personnes qui vivent avec un trouble de la communication. Donc, je vous présente plus particulièrement l'exploration des effets de la formation sur les interactions des chauffeurs de transport adaptés. Comment j'ai fait ça? Donc, j'ai utilisé un devis exploratoire à groupe unique parce qu'on savait qu'il n'y avait pratiquement pas de données probantes sur les formations des partenaires de communication offertes à des personnes non familières comme les chauffeurs de transport adaptés. Donc, j'ai exploré les effets de la formation sur 11 chauffeurs de transport adaptés qui ont été formés pour voir les effets de la formation sur comment ça se passait avec les passagers et passagères qui vivent avec un trouble de la communication lorsqu'ils les déplacent en autobus, lorsqu'ils les servent. Donc, j'ai coupé chaque chauffeur à un ou une passager ou une passagère qui vit avec un trouble de la communication. Donc, en étroite collaboration avec le transport adapté, on a donc modifié à chaque jour les feuilles de route des chauffeurs participants pour qu'ils puissent aller déplacer le passager ou la passagère avec lequel ils étaient couplés dans le projet de recherche. Donc, moi, ce que je faisais, c'est que je rejoignais le passager ou la passagère. On attendait ensemble le transport adapté. Quand le chauffeur arrivait, j'ouvrais ma caméra et je filmais l'ensemble du établissement jusqu'à ce que là où la chauffeur quitte. Donc, ça nous a donné Donc, mon but, en fait, c'était de filmer 2 vidéos avant la formation pour chaque diade et 2 vidéos après la formation. Donc, ça nous a donné un total de 44 vidéos analysées. La durée de ces vidéos-là était vraiment variable selon plusieurs raisons, mais notamment la distance parcourue par l'autobus. Donc, on a pris la décision de seulement analyser les segments d'embarquement et de débarquement des vidéos, ce qui était d'autant plus pertinent puisque la majorité des interactions se passaient à ce moment-là de toute façon. Pour analyser les interactions, j'ai utilisé 2 mesures. La première, c'est l'échelle de la communication relationnelle et la seconde, c'est l'utilisation de gestes. Donc, l'échelle de la communication relationnelle, d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui traduit par des comportements verbaux et non verbaux, comment 2 personnes ou plus se perçoivent leur relation ou se perçoivent elles-mêmes dans le contexte de cette relation. C'est une échelle de Likert à 7 points qui est composée de 51 items. Vous voyez des exemples ici, divisés en 6 dimensions qui sont en gras. Par exemple, si on prend la dimension de similarité, d'inclusion et de profondeur, c'est à mesure le degré avec lequel le chauffeur considère l'autre comme étant pareil ou différent à lui-même ou à elle-même. Donc, la validité de contenu, la cohérence interne et la qualité interjuge de cette échelle-là est reconnue par plusieurs études. Donc, ce que j'ai fait pour les analyses, c'est de faire un score moyen pour les 2 vidéos avant la formation et les 2 vidéos après la formation. J'ai fait un score moyen et donc j'ai conduit par la suite des tests T à mesure à parier. Maintenant, pour les résultats de cette échelle-là, on peut voir que les scores sont significativement plus élevés pour les 4 premières dimensions. Si on reprend, par exemple, l'échelle de similarité, d'inclusion et de profondeur, ça pourrait vouloir dire que les chauffeurs traitent davantage comme des égaux les passagers et les passagères qui vivent avec un trouble de la communication. Sinon, les 2 dernières dimensions, donc, ont des scores significativement plus bas après la formation. Par contre, nous, on interprète ça comme un résultat positif puisque ça pourrait vouloir dire que les chauffeurs vont au-delà de ce qui est attendu d'eux pour leur travail, donc de valider l'identité, l'adresse, et profitent de l'occasion pour interagir davantage avec les passagers et passagères qui vivent avec un trouble de la communication. Maintenant, pour ce qui est de la deuxième mesure, donc l'identification de gestes, on voulait voir si les chauffeurs faisaient plus ou moins de gestes après la formation, étant donné que c'était une stratégie de communication qui avait été explicitement enseignée durant la formation. Pour faire ça, on a développé une détection opérationnelle à partir de l'écoute répétée des vidéos qui nous a permis d'identifier de façon fiable les gestes dans les vidéos. Donc, on a utilisé le geste Studio Code pour nous accompagner dans l'identification et la quantification de ces gestes-là.
Donc, pour comparer le nombre de gestes effectués avant et après la formation, donc même chose, on a fait des moyennes des 2 vidéos avant et des 2 vidéos après la formation et on a effectué des tests T à mesure à parier. Sinon, on voulait aussi savoir c'était quoi le type de gestes effectués. Donc, on a décrit les gestes et on les a catégorisés par la suite dans les catégories de gestes proposées par Sekin et Rose. Donc, premier constat, eh bien, c'est que les chauffeurs utilisent davantage, significativement, plus de gestes après la formation et qu'ils produisent en tout 4 grands types de gestes. Le premier, c'est de faire des nombres avec les doigts. Le second, c'est d'utiliser l'espace devant eux pour référer à un objet, à un événement ou à une action qui est absente. Sinon, c'est d'utiliser leur corps pour référer à un acteur, un événement ou un objet. Et finalement, le type de geste le plus produit, c'est les gestes de type emblématique, donc ceux dont le sens est compris dans une communauté sans qu'il y ait besoin d'être accompagné par la parole. Plus spécifiquement, bien comme par exemple le pouce en l'air qui est effectué le plus souvent par les chauffeurs et ça autant avant la formation. Donc, pour la conclusion de cette partie-là de ma thèse, c'est qu'on suppose, ce que ces résultats-là suggèrent en fait, c'est qu'une formation des partenaires de communication, bien, ça semble prometteur pour changer les habitudes de communication des chauffeurs qui sont formés. Je vais laisser maintenant la parole à Carole qui va mettre de l'avant les différentes forces et défis de l'analyse des interactions naturelles dans la communauté. Et puis je pense qu'on avait une question à ce sujet-là, là, sur nos défis, sur nos biais. On en a listé certains, puis je vais m'attarder sur les 3 majeurs, on va dire. Le premier, c'est le temps. C'était vraiment chronophage comme projet. En tout cas, je pense Alexandra pourra confirmer aussi de son côté, mais c'était phénoménal le temps que ça prenait de tout faire, le moindre petit détail, finalement, de prévoir une sortie, c'est impliquer du déplacement. Puis comme c'était pas au centre de recherche, il fallait ramener le matériel après au centre de recherche. Puis il fallait prendre le temps d'explorer. Puis c'est ça. Ce sont des projets qui prennent du temps, notamment parce qu'on veut aller au cœur des choses. L'idée, c'est d'explorer avec des personnes, dans mon cas, des personnes avec aphasie, qu'est-ce qui n'aurait pas pu surgir dans un autre type de recherche, si on avait été statique en entrevue, par exemple. Donc, on est dans l'environnement, on marche ensemble, on explore la communauté, puis c'est là que les conversations viennent, c'est là que les choses sortent. Et pour ça, il faut prendre du temps. Le temps d'analyse aussi est phénoménal, c'est évident. Moi, je vous ai cité un petit peu, je vous ai listé la quantité, le volume de données que j'ai eu. Il a fallu que je les regarde, que je sélectionne selon mes objectifs, qu'est-ce qui reflétait le plus qu'est-ce qui allait le plus répondre à mes objectifs parce que j'ai fait ça très large pour avoir, puisque c'est vraiment le sens, le résultat a été construit à partir des données et donc il fallait en récolter beaucoup pour s'assurer d'avoir quelque chose à dire. Donc c'est ça, le temps aussi pour le consentement, je voulais vous en parler. Consentement des personnes filmées n'était pas toujours facile à obtenir, évidemment. On n'est pas comme dans la plupart des projets où on demande bien à l'avance, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, non. Là, quelquefois, on était sur le moment, êtes-vous d'accord? Et puis, même si la personne disait oui, on était dans un environnement qu'on ne contrôlait pas. Et donc, il pouvait y avoir un client qui passait en arrière. Là, il fallait baisser la caméra. Donc, c'est vraiment beaucoup de variables sur lesquelles on avait peu de contrôle à l'avance. Ça, c'était comme le deuxième défi. Puis, je vais passer aux forces parce que manque de temps, mais on pourra en revenir dans la question. Il y a plein de forces. La possibilité de récolter des données riches auprès de personnes ayant une aphasie sévère, des personnes qui sont habituellement exclues donc des recherches et qui là, on trouve une voie parce qu'on est dans leur environnement. Puis je vous en ai parlé, ces personnes-là vont bénéficier de l'environnement, vont bénéficier du contexte pour se faire comprendre. Donc la richesse d'informations n'a rien à voir avec ce qu'on pouvait recueillir dans des contextes plus traditionnels. C'était donc des études faites en milieu naturel, c'est plus authentique, c'est plus signifiant, c'est là qu'on est allé chercher le cœur des choses avec les participants, jusqu'à explorer des changements sur le lieu de travail, ce qui est quand même vraiment pas négligeable. Puis il y a vraiment un potentiel clinique très fort, on peut relier de façon individuelle, évidemment en adaptant, je veux dire, mais on peut le relier à tout un tas d'interventions, de types d'interventions après qui peuvent se décliner en réadaptation. Puis un des gros avantages aussi, une des grosses forces de mon projet, en tout cas spécifiquement, c'était d'avoir revisité l'analyse de conversation
qui habituellement est utilisé pour des conversations, comme je vous l'ai dit, et qui là avait tout à fait son sens pour étudier des interactions de service. L'aspect séquentiel dont parlait Claire tantôt est extrêmement important dans une interaction de service. Tout s'enchaîne dans un ordre qui est scripté, qui est précis, et donc ça en faisait un support pour l'analyse de conversation qui était absolument adapté. Donc voilà, je vais finir en disant que on a utilisé des méthodologies novatrices ayant une grande pertinence clinique qui ont permis d'étudier des sujets qui étaient quand même assez inédits. On espère que vous avoir montré que c'était vraiment des exemples à suivre pour une meilleure compréhension de la limitation de la participation sociale des personnes vivant avec un trouble de communication, ou vraiment, nous, on en est convaincus, un tas d'autres sujets de recherche qui comprennent ou qui connaissent la grande valeur que peut ajouter le fait d'intégrer la communauté ou l'environnement dans le design de recherche. Voilà, je voulais vous remercier je voulais tous vous remercier pour votre attention. Et puis, vous avez nos courriels si jamais vous voulez nous poser des questions, si on n'a pas le temps d'explorer plus loin. Et puis, on va laisser la parole aux questions. Parfait, merci pour vos présentations.